d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et d'avoir maintenu ma présentation malgré ces problèmes techniques. Je vous remercie d'autant plus que les liens entre la fantaisie dans les arts visuels et la peinture victorienne, de façon rapide, la peinture britannique de la seconde moitié du 19e siècle, ne semblent pas de prime abord forcément évidents. C'est ce qui m'avait été indiqué lorsque j'avais soumis de façon légitime d'ailleurs, lorsque j'avais soumis ma suggestion de communication. Alors d'une part, c'est pas évident d'une part parce qu'on a sans doute une vision un peu déformée de cette peinture victorienne, qui fut en effet sensible à la nécessité de parler de son époque et d'illustrer surtout des préoccupations de commanditaires bourgeois, il faut le dire, et donc une peinture assez peu attirée, c'est l'idée qu'on en a, parce qu'il serait de l'ordre du merveilleux ou de l'imaginaire. D'autre part aussi, parce qu'on associe assez vite à cette société victorienne une idéologie conservatrice qui pourrait difficilement faire place à une quelconque pensée féministe, et encore moins à celle qui sera en jeu dans le domaine de la fantaisie, ou du moins dans une certaine frange de ce type d'illustration fantaisie. Alors, l'idée, en ce qui me concerne, c'est de montrer que, bien au contraire, il y a une vraie filiation, une filiation discontinue existe bel et bien entre la peinture victorienne et l'illustration de fantaisie la plus récente, notamment au travers de la figure féminine singulière que cette peinture, et en premier lieu le pré-raphaélisme, on y reviendra, que cette peinture avait cristallisé en pleine montée des féminismes à cette époque, pendant cette époque victorienne. Alors, pour Aurélie Petiot qui a sorti en 2019, il me semble, un grand ouvrage sur le pré-raphaélisme, en tout cas, il fait guère de doute que le pré-raphaélisme, ce mouvement né sous l'impulsion de plusieurs peintres, notamment Rossetti, Millet et Hunt, à la fin des années 1840, le pré-raphaélisme a inspiré une part de l'illustration de fantaisie du XXe siècle, notamment au travers de la technique de l'outline, ces dessins aux traits fins, clairs et précis. Anne Anderson a aussi bien étudié ce phénomène de transmission des modèles lors de l'exposition qu'elle avait montée en 2018 à Southampton, Beyond the Brotherhood. Elle précisait un peu les choses en montrant que ceux qu'elle appelle les néo-pré-raphaélites, ceux qui étaient nés, donc les artistes nés lorsque le pré-raphaélisme s'était déjà structuré dans les années 1860-70, elle parle notamment de Frank Cadogan Cooper, donc ces pré-raphaélites, pour Anne Anderson, avaient assuré une sorte de relais entre le pré-raphaélisme historique, notamment celui de Rossetti, et les illustrateurs de fantaisie moderne. Elle revenait surtout sur le travail d'Alan Lee, qui a travaillé, vous le savez, pour Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, mais pas seulement, elle a travaillé depuis plusieurs décennies, dont le style emprunte aussi à Richard Doyle, ça c'est assez documenté. Ferries, l'ouvrage qui a été édité par Alan Lee à la fin des années 70 a justement été créé à une époque où on redécouvrait véritablement le pré-raphaélisme. Alors, Alan Lee avait édité Fairies avec Brian Froud, le dessinateur de Dark Crystal, vous connaissez certainement, qui se souvenait lui-même, je vous montre ici une image de cet illustrateur très connu, qui se souvenait lui-même, Brian Froud, avoir été inspiré par le travail d'Arthur Rackham, un illustrateur aussi très célèbre. Et à ce titre, il était allé regarder ce qui avait au préalable influencé Arthur Rackham, et notamment les pré-raphaélites. Des artistes comme Bursley aussi regagnaient en estime dans les années 1960, et par exemple Michael Kaluta, qui est un illustrateur beaucoup plus récent, ne conteste pas en avoir été influencé à l'époque, dans les années 1960. Donc tout ça pour dire qu'il y a une vraie présence du pré-raphaélisme et de la peinture victorienne dans l'illustration de fantaisie. Jane Frank, dans son dictionnaire de 2009, consacré à ces mouvements-là de l'illustration de fantaisie au XXe siècle, relevait un grand nombre d'autres artistes, on pourrait en citer plusieurs, Peter Scanlan, qui est né en 63, qui s'inspire lui aussi des pré-raphaélites, Stephanie Hickman, Robert Gould, un artiste américain emblématique, qui serait héritier en quelque sorte de Burne Jones, un artiste de la seconde génération des pré-raphaélites dont on va parler. On peut aussi citer John O, qui avoue volontiers, un artiste fantasy très célèbre, qui avoue assez volontiers avoir été lui-même inspiré par les pré-raphaélites. Alors, cet héritage de la peinture victorienne et notamment du pré-raphaélisme, finalement, n'est pas très surprenant au regard de la place qui était accordée
aux contes, aux rêves, aux phénomènes mystiques, aux merveilleux dans la peinture victorienne. Contre toute attente, c'était vraiment quelque chose de très important à l'époque. Rossetti, Don Gabriel Rossetti, hein, le peintre qui était un des fondateurs de la Pre-Raphaelite Brotherhood, entretenait lui-même un réel goût pour le supernatural, comme c'était écrit à l'époque. Esther Wood, en 1893, parlait déjà, je cite, des visions magiques de Rossetti. Par ailleurs, les exigences pragmatiques de la révolution industrielle qui avait cours à cette époque invitaient les artistes à se réfugier par réaction, en quelque sorte, dans un monde imaginaire à la fois plus poétique, moins contraignant. Rossetti, par exemple, considérait Burne-Jones comme, je cite, un des plus agréables habitants du monde des rêves, Dreamland. Et une grande part de la fairy painting, ce qu'on appelle la fairy painting, également, je vous en montre un exemple ici, est en quelque sorte le symptôme des crises du moment et doit aussi se lire, c'est intéressant pour nous hein, qui évoquerons le féminisme, comme une recherche d'alternative à la société victorienne bien pensante. Alors, c'est aussi pour s'échapper de ce que Alan Staley appelait les filets du réalisme hein, du milieu du 19e siècle que les artistes victoriens se sont tournés vers l'Antiquité. The Art Journal, en 1871, parle même à ce propos d'une vénération pour l'antique qui serait la marque des pré-raphaélites. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quelle antiquité, mais plutôt d'une antiquité revisitée, celle notamment vue au travers du prisme des grandes épopées germaniques, des drames shakespeariens. Alors, il est intéressant de noter, comme l'a récemment fait Jamie Williamson, que cette ambiguïté de la peinture victorienne avec l'Antiquité caractérise aussi, c'est un point commun, un nouveau point commun, la fantaisie récente. On ne peut notamment pas ignorer que l'Antiquité médiévalisée, hein, qu'a élaboré Burne-Jones, je vous montre ici une image de sa grande série consacrée à Perseus, qui est à Southampton. Donc cette Antiquité vue en quelque sorte au prisme du Moyen-Âge, a créé des modèles féminins dont on retrouve la trace chez Tolkien et dans les séries TV récentes ou même les blockbusters récents, comme le rappelait la rétrospective à la Ted Britain en 2018. Donc l'Antiquité, pourquoi l'Antiquité? Parce que l'Antiquité offrait aux peintres victoriens tout un panel de figures féminines à fort potentiel dramatique, essentiellement des figures de la mythologie qui permettaient justement à ces peintres, sous couvert de classicisme, de mettre en image une vision de la féminité inédite et, pour le coup, assez subversive. On y reviendra, mais les femmes fortes de la mythologie classique, que ce soit Circé, Ariane, Miranda, etc., constituent ainsi le thème central des 200 tableaux de John Waterhouse, un artiste dont on reparlera. C'est entre 1860 et 70 que s'est cristallisé dans la peinture britannique ce modèle féminin équivoque, à la fois séductrice et dangereuse, comme le notait Valérie Lavigne il n'y a pas très longtemps. Et pour Justin Ferrers, qui a beaucoup étudié l'évolution de la peinture britannique à cette époque, il y eut là, en tout cas, l'avènement d'un véritable archétype, c'est le mot qu'il emploie, celui du pouvoir de la femme sur l'homme, c'est aussi une citation de Ferrers. Un pouvoir dont la monumentale Astarte Syriaca de Rossetti serait la plus digne représentante. C'est un tableau qui est à Manchester, j'ai pas mal étudié ce tableau, c'est un tableau assez monumental, et c'est un des tableaux de Rossetti dont on a le plus souvent souligné l'aspect mystérieux. Alors, preuve que toutes ces figures féminines dérangeaient à l'époque hein, par la force qui émanait d'elles, The Times, par exemple, voyait dans la Circé de Burne-Jones, je vous montre ici une gravure sur la gauche, une gravure éditée à l'époque de ce tableau. The Time voyait dans la Circé, donc de Burne-Jones, l'expression, je cite, d'un talent distingué, bien que déviant et perverti. Et The Athenaeum, dans le même esprit, considérait le visage de la sirène dans le tableau à droite, un tableau de Burne-Jones, toujours comme, je cite, une merveille de magie perverse. Alors, les femmes telles que les peignait Burne-Jones étaient dites super sensuous, et selon The Illustrated London News, qui était assez critique à ce propos, leur allure venait, je cite, de l'idéal féminin queer de Rossetti. C'est une citation, c'est ce qui était publié à l'époque. Alors le mot queer existait déjà à l'époque victorienne et les modèles de femmes que créa le pré-raphaélisme n'échappa pas à la critique à ce sujet, en cette période où la distinction des genres devait être maintenue. On a même déploré que les figures de Burne-Jones paraissent asexuées, sexless,
Et ça montre bien qu'il y avait là, dans ce type de représentation un peu troublante de la féminité, une mise en demeure des genres assez inédite, et en arrière-fond, un bouleversement des codes de la masculinité qui provoquait vraiment une vraie inquiétude. La représentation, par exemple, des hommes dans The Wheel of Fortune, un tableau du musée d'Orsay, hein, qui est un tableau, il y a plusieurs versions de ce tableau. Le musée d'Orsay conserve la version la plus monumentale, hein, vous l'avez certainement déjà vu. Je vous montre ce que ça donne en salle, au musée. Donc la représentation des hommes dans ce tableau, des hommes qui apparaissent effectivement en retrait face à la figure féminine, fut elle-même condamnée pour l'atteinte qu'elle portait à la masculinité. On peut relire The Magazine of Art, qui écrivait des mots assez étonnants, hein, je lis, hein. Les Grecs étaient des hommes et faisaient des travaux d'hommes. Monsieur Burne-Jones apparaît incontestablement efféminé. Lorsqu'il essaye de les imiter, le résultat est complètement à l'opposé du tempérament viril original. Alors, il y a quelque chose de presque cynique, finalement, à ce que Waterhouse, donc John Waterhouse, un peintre assez connu et qui est toujours très connu, échappa à ce type de remarques justement parce que ces figures féminines, et notamment sa Circé, un tableau vraiment extrêmement célèbre, selon toujours The Magazine of Art, avait un style réellement viril. C'est le mot qui était publié à l'époque. Comme si ce type de représentation nouvelle de la femme ne pouvait valoir pour les critiques, en bout de course, que par son aspect précisément masculin. Donc ces controverses esthétiques, on le voit, reflètent, qu'est-ce qu'elles reflètent? Elles reflètent en fait une redistribution sociale des codes relatifs au genre qui prenaient effectivement de l'ampleur à l'époque. C'est bien à cette époque que John Stuart Mill, par exemple, milita pour une évolution importante de la représentativité des femmes dans la société. Bessie Rayner Parkes et Barbara Leigh Smith, deux figures de la dénonciation des lois qui, à l'époque, conservaient la femme dans un état proche à celui d'un enfant, sans droit véritable en fait, étaient des amis intimes de Rossetti. Pour Michael Rossetti, le frère du peintre, hein, la Lilith qu'avait peint, Lady Lilith qu'avait peint Gabriel Rossetti, Don Gabriel Rossetti, dont je vous montre une image ici, était, comme c'était écrit en 1869, hein, la militante originelle du droit des femmes. Et dans The Golden Stairs, un tableau de Burne-Jones, le peintre a figuré, c'est un des protagonistes du tableau, Mary Gladstone, la fille du Premier ministre britannique qui, à l'époque, apportait son soutien au vote des femmes. Alors, on peut noter aussi que les artistes ne se limitèrent pas seulement à faire évoluer la manière de figurer les femmes dans leur peinture, c'est aussi la mentalité du milieu qui se transformait. Par exemple, au début des années 1850, un trio de femmes artistes, Anna Marie Howitt, Jane Benham et Barbara Leigh Smith, dont on a déjà parlé, imaginèrent, sans pouvoir réellement le mettre en place, une sorte de réseau Art Sisters, comme c'était dit à l'époque, a Beautiful Sisterhood in Art. La création de la Society of Female Artists en 1857 répondait à la controverse du moment concernant la place des femmes à la Royal Academy. Plusieurs femmes artistes se tournèrent d'ailleurs vers des galeries privées plus larges d'esprit que la Royal Academy. Par exemple, Evelyn de Morgan, dont je vous montre un tableau assez emblématique, qui en 1889 n'hésitait pas à signer la déclaration pour le vote des femmes. Donc, c'était un artiste engagé. Et il n'est pas anodin, je vous montre ce tableau, que l'artiste soit connu justement pour cette image qu'elle donna en 1882 Médée, la redoutable figure d'Euripide qui désirait se venger de son époux Jason. On saisit tout de suite combien est différente l'approche de Rossetti, hein, qui, avec Proserpine, un tableau lui aussi qui est vraiment entré dans l'imaginaire collectif, notamment britannique, un tableau de 1874, Rossetti ici donna au mythe, le mythe de Proserpine ou de Perséphone, une connotation bien plus sulfureuse et il fit de sa divinité le prétexte à mettre en avant son modèle récurrent de ce qu'on a appelé la femme fatale. En tout cas, la femme, dans les deux cas, chez Rossetti ou chez Evelyn de Morgan, n'est plus un second rôle. Elle abandonne son allure fragile, accessoire, pour se parer d'une force dramaturgique et ou érotique, assez nouvelle, hein, à laquelle le mythe antique offre un espace adéquat et justement un espace tolérable à cette époque. Alors on sait justement, c'est en tout cas ce que souligne Sandra Provini dans son recueil sur l'Antiquité dans l'imaginaire, que la fantaisie a elle aussi parfois recours à l'Antiquité pour son potentiel de séduction ou même de sensualité. La peinture victorienne et la fantaisie, en d'autres termes, approcheraient le modèle féminin selon des ressorts communs
Et la transmission dont nous parlons ne serait donc pas seulement une affaire d'imagerie partagée d'une époque à une autre, il y aurait aussi et surtout une sorte de manière commune de penser le féminin. On constate aussi que dans le domaine de la littérature, la fantaisie, toujours selon Provini, Sandra Provini, s'est essayé à féminiser certains mythes antiques ou à mettre en avant des mythes plus positifs sur les femmes et occultés par la tradition patriarcale. De même que les peintres victoriens ont, à l'époque, capitalisé sur les femmes phares de la mythologie classique, au détriment souvent de l'héroïsme masculin tel qu'il était en vogue, notamment dans le néoclassicisme. Et la notoriété à l'époque, je n'ai pas de tableau ici à vous montrer, mais de Pénélope, qui était souvent représentée dans les tableaux victoriens, qui éclipsait en quelque sorte Ulysse, est sans doute significative. Autre point commun, Isabelle Smadja remarquait avec justesse que la fantaisie a adopté les convictions féministes tout en restant fidèle à des figures emblématiques qui relèvent bel et bien de siècles passés, notamment les princes et les princesses, et surtout leur avatar du 19e siècle. Elle partage ainsi avec la peinture victorienne un goût pour l'émancipation féminine, mêlée à une pensée d'arrière-garde, c'est assez étonnant, une pensée volontiers monarchiste qui réclamait des figures féminines d'être de lignée royale ou même de nature divine. Alors si, comme nous l'avons vu rapidement, la peinture britannique du 19e siècle a bien marqué de son empreinte l'illustration de fantaisie jusqu'à nos jours, il semble donc que le féminisme latent qui s'y jouait, alors le mot féminisme n'a été utilisé en Grande-Bretagne qu'en 1895, c'est pour ça qu'on peut plutôt parler de proto-féminisme comme le fait Sally Ladger. Il semble donc que le féminisme latent qui se jouait dans cette peinture fasse précisément partie de l'héritage qu'elle a légué dans l'illustration de fantaisie. Le style et le vocabulaire pré-raphaélite en matière notamment de représentation de la figure humaine, c'est assez documenté, qui en tout cas immédiatement école chez des illustrateurs. Andrew Lang et Henry Justice Ford, par exemple, s'inspirèrent vraiment des modèles pré-raphaélites pour les icônes féminines de leur grande série des Colored Fairy Books. Je vous montre ici une image. Plus proche de nous, Nick Harris, lui non plus, un illustrateur contemporain, ne cache pas que ces figures féminines sont déclinées de modèles pré-raphaélites, tels cette enchanteresse, qui reprend à l'évidence un tableau de Waterhouse, Lamia, une peinture qui met en scène une créature fabuleuse de l'Antiquité grecque. Donc je confronte ces deux peintures pour vous montrer véritablement que l'héritage parfois est très sensible. Alors, pour en savoir un peu plus sur la nature de cette survivance des images, j'ai pris la liberté de me tourner vers quelques illustrateurs actuels, je les ai contactés, et certains ont bien voulu me confier leur opinion sur cette question de l'influence des modèles victoriens sur leurs propres représentations des femmes dans leur travail. Julien Delval, par exemple, un illustrateur français qui a travaillé pour les jeux de rôle ou pour l'édition, me confirmait ainsi que, je cite directement l'illustrateur, un bon nombre de représentations de créatures féminines de la fantaisie, elfes, magiciennes, princesses, guerrières, sorcières, empreintes au pré-raphaélite. Alors, Julien Delval donc, me confia qu'il se référait lui-même souvent à Waterhouse et à Alma Tadema, Laurence Alma Tadema, une des vedettes du Classic Revival en Angleterre. Je le cite encore, cette stature, la blancheur de la peau, le côté androgyne et ses robes longues finement ouvragées, il y a tout dans le pré-raphaélisme pour illustrer ces créatures magiques. Et Julien Delval précisait aussi, je cite, « Ce qui m'émeut et m'intéresse dans ces représentations, c'est bien sûr leur justesse anatomique et leur picturalité, bien sûr en tant qu'artiste, qui en font de merveilleux modèles, mais c'est aussi ce regard triste et déterminé, ce sont des femmes fortes et nostalgiques. » Sandrine Gestin, une illustratrice bretonne qui fut très tôt sensibilisée, elle aussi, m'a-t-elle confié, à l'univers pré-raphaélite, était aussi claire à ce propos, je la cite, « Il y a des préoccupations communes, dit-elle, en ce qui concerne notamment l'imaginaire de la nature et l'idéalisation de la femme. » Alors, cette recherche de l'idéal féminin est quelque chose qui revient beaucoup dans son travail. Je vous montre ici deux exemples de son travail. De même qu'il s'agissait d'un des traits particuliers du Classic Revival, tel que Burne-Jones l'avait précisément théorisé et surtout personnifié dans ses tableaux. Sandrine Gestin avoue en tout cas avoir été très marquée, c'est l'expression qu'elle employait, par la rétrospective Burne-Jones en 1999,
une rétrospective qui avait fait escale à Paris au musée d'Orsay. Ça a été comme une empreinte indélébile, c'est ce qu'elle me confiait. Pour Brussero, un autre artiste, un autre artiste français installé en Bretagne, l'influence des pré-raphaélites est essentielle. C'est une citation de cet illustrateur avec lequel je me suis entretenu. J'ai ça en bruit de fond dans ma tête, disait-il, ce sont des modèles absolus. L'artiste est surtout admirateur de Waterhouse. Alors, je vous montre ici deux tableaux de cet artiste, notamment le deuxième tableau, Morgane à la barre, qui peut véritablement, je pense, être rapproché d'un tableau aussi emblématique de Waterhouse, The Lady of Shalott, qui est à Londres. Il y a un écho, une résonance que j'assume, c'est ce qu'il me disait Brussero lorsqu'on s'est entretenu. En ce qui concerne la représentation des femmes dans le pré-raphaélisme, Brussero admet aussi son héritage. Il est d'ailleurs bien conscient de la subtilité des figures victoriennes. Je le cite, « Des femmes fatales, oui, mais des femmes avec des visages de Madone. Pour moi, c'est un peu l'arme fatale. » C'est un jeu de mots qu'il faisait, que je trouve vraiment assez pertinent. C'est un peu l'arme fatale, en fait. C'est chargé d'érotisme et en même temps, ce sont des femmes avec une stature et une figure de sainte. Donc, on voit que la manière dont Brussero envisage la féminité, le féminin et peut-être le féminisme dans ses peintures est véritablement, si ce n'est hérité, en tout cas en filiation directe avec des préoccupations qui étaient nées à l'époque victorienne et notamment avec le pré-raphaélisme. Pour Howard David Johnson, un artiste américain qui a bien voulu aussi s'entretenir avec moi, son admiration pour les pré-raphaélites est telle que lors de ses études, il fut, c'est ce qu'il me racontait, qualifié de pré-raphaélite tardif, avec de la part, pour le coup, de la personne avec laquelle il s'entretenait à l'époque, une certaine pointe d'ironie. Helen of Troy, le deuxième tableau que je vous montre ici, le tableau au centre de l'image, illustre à elle seule la dette de Johnston à Waterhouse. Je vous montre ici le tableau dont auquel l'artiste a voulu rendre hommage. Vous voyez, les points communs sont assez frappants, notamment en ce qui concerne la figure féminine. Howard David Johnson travaille d'ailleurs consciemment comme Waterhouse en photographiant ses modèles dans son atelier pour ensuite les peindre. Pour le peintre, je cite, « Être influencé par les principes du pré-raphaélisme signifie aspirer à exprimer des idées sincères. » C'est une citation de cet artiste. Et il confesse que ces figures féminines sont clairement dans l'esprit du mouvement pré-raphaélite. Je fais de mon mieux pour exprimer le même respect et la révérence que Waterhouse ou Rossetti portaient à leur modèle. C'est une citation toujours de Howard David Johnson. Pour Bente Schlick, une illustratrice de Hambourg, l'influence est finalement assez naturelle. Car, je cite ce qu'elle me disait, « Montrer la beauté d'une femme ou la manière dont sa tenue exprime sa féminité, par exemple, est quelque chose qui n'a pas vraiment changé. » Alors, l'illustratrice déplore l'hypersexualisation des figures féminines dans la fantaisie actuelle, on en a tous conscience, et comme une sorte de garde-fou, elle se réfère justement aux peintures victoriennes pour la posture des figures, les messages cachés, les histoires sous-jacentes. C'est aussi ce qu'elle m'écrivait. En donnant, elle aussi, à ces figures, cet aspect mystérieux qui caractérisait déjà, on l'a vu, les figures pré-raphaélites notamment. Alors, l'héritage est aussi assumé par Johann Lossel, un artiste installé dans la forêt de Brocéliande, où justement ses rencontres avec l'imaginaire arthurien l'ont fait rapidement entrer en contact avec l'imagerie des pré-raphaélites, qui en effet ont beaucoup utilisé ce type de récit. Alors, Johann admire lui aussi Waterhouse, c'est absolument extraordinaire, c'est ce qu'il me disait, c'est quasiment incomparable. Je connais peu de peintres figuratifs qui peuvent prétendre à égaler son talent. Alors, Burne-Jones est aussi une de ses références, notamment pour la sincérité de ses images et de ses convictions. Ces images de femmes mystérieuses et sûres d'elles-mêmes, on en a des exemples ici, doivent aussi à William Morris, à Gustave Doré, c'est notamment sensible dans l'utilisation du noir et blanc, bien sûr, et surtout, vous l'aurez deviné, à Gustave Moreau, mais on reste cependant dans un univers esthétique proche de Burne-Jones, car, comme le rappelait bien Johann Lossel quand on en a discuté, les deux peintres se connaissaient et s'admiraient mutuellement. Moreau avait même des reproductions de Burne-Jones dans son atelier. Pour finir, le travail de Rebecca Leveillé,
qui était connue sous le nom de Rebecca Gay quand elle faisait un peu plus d'illustrations de fantasy, travaille lui aussi une influence assumée, hein, qu'elle assume totalement, des pré-raphaélistes, de Waterhouse aussi, qui est cité à nouveau, et des symbolistes victoriens, comme elle l'écrivait. Je vous montre ici une illustration assez connue de cette artiste. Elle a aussi beaucoup dessiné dans les musées et au musée d'Orsay en particulier. Elle a eu la gentillesse de m'envoyer des croquis qu'elle avait fait à l'époque au musée. Sa propre vision de la femme, qui marie idéal mythologique et atour contemporain, c'est une citation d'une critique, Eileen Quinlan, rejoint, il est vrai, les principes de peintres comme Rossetti, qui, par exemple, pour sa Lady Lilith, dont je vous ai montré une image tout à l'heure, voulait bel et bien créer une vision actualisée de l'ancienne divinité et donner à voir ce qu'il appelait une Lilith moderne. C'est ce que disait Rossetti. Et la manière dont Rebecca Léveillé essaye de contemporanéiser en quelque sorte les anciennes figures mythologiques, finalement, c'est un petit peu la même démarche. Alors pour finir, Rebecca Léveillé, comme Sandrine Gestin tout à l'heure, ont chacune conscience dans les discussions qu'on a eues que les femmes artistes ont dû et doivent encore s'affiner dans ce milieu de l'illustration de fantaisie. Elles partageraient donc, au-delà des images et des thèmes, une expérience finalement assez proche de celle des femmes qui, à l'époque victorienne, cherchaient, on l'a vu, à être reconnues comme artistes. Et pour conclure avec un peu de malice, nous pourrions donc dire que si la question du féminin et de l'émancipation des femmes a migré, comme j'ai essayé de le montrer, de l'époque victorienne jusqu'à l'illustration de fantaisie, ce n'est donc pas seulement dans les images, c'est aussi un tant soit peu dans les représentations de la scène artistique elle-même et dans la logique des genres qui semble encore s'y jouer. Voilà, je vous remercie, j'espère que toutes les images sont bien passées parce que c'est le plus important de voir des belles images et je me prêterai volontiers au jeu des questions à la suite de cette séance.